Salut tout le monde, bienvenue à ce premier événement virtuel de Prével Tour d'Horizon. C'est un événement durant lequel on va vous présenter la vision du plan d'ensemble d'Esplanade Cartier. Je m'appelle Nicolas Ouellet, je suis très heureux d'être avec vous ce midi et de vous accompagner tout au long de la diffusion. Bon, on le sait en ce moment, on est tous séparés, mais il n'en reste pas moins que ce midi, on a un objectif, vous faire découvrir un milieu de vie unique, Esplanade Cartier, qui est aux abords du pont Jacques-Cartier, tout près du centre-ville et qui est surtout un des projets les plus novateurs, les plus audacieux de Prével à ce jour. Moi, jusqu'à récemment, je ne savais pas ce qu'est Esplanade Cartier, mais j'ai eu la chance de rencontrer les gens derrière ce projet-là. On va donc voir une vidéo d'une dizaine de minutes avec mes rencontres et au retour, on va pouvoir approfondir le sujet avec tous les intervenants et répondre à vos questions. Salut, c'est Nicolas Ouellet. En ce moment, j'ai les pieds dans un mélange de sable, de terre et de roche entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque, sous le magnifique pont Jacques-Cartier, sur ce qui un jour va devenir l'Esplanade Cartier. Dans un contexte où on ne juge plus le développement urbain selon le seul critère de la rentabilité au pied carré, j'ai voulu en apprendre plus sur la vision du promoteur immobilier derrière le projet. L'engagement de Prével, c'est de transformer l'énorme îlot de chaleur qui se situe entre les rues Sainte-Catherine, René-Lévesque, Parthenay et Delorimier en un milieu de vie à échelle humaine à l'image du quartier. C'est une promesse qui semble déjà attirer des acheteurs comme Luc Méthode, qui a réservé son unité dans la première phase de construction. Merci de nous accueillir chez vous. Comment vous voyez vivre puis vous impliquer dans ce futur quartier-là? On voulait participer à la vie de quartier qu'il allait avoir. On trouvait le projet terre à terre. On trouvait que c'était un projet de qualité. Il va y avoir des parcs, il va y avoir des commerces, il va y avoir des appartements, des logements sociaux. Donc, il va y avoir vraiment une fonte là, différente. Donc, je pense que ça va être intéressant à ce niveau-là. Parle-moi de la vie de ce quartier-ci. J'habite le quartier depuis 2007. C'est vraiment un emplacement de choix, en espérant qu'un peu l'est de la ville devienne un hotspot là, pour les prochaines années. Tu vas habiter dans un quartier hype. J'ai l'impression que ça va le devenir. Comme ça. Luc, évidemment, acheter une unité avant-dernier étage, la vue, le fleuve, le pont, c'est quelque chose. Mais est-ce qu'il y a d'autres avantages pour toi dans le fait de t'acheter une unité à l'Esplanade Cartier? Je pense que l'accessibilité, c'est un point important. On est à 4 minutes à pied du métro Papineau. On est près des pistes cyclables, on est près du pont Jacques-Cartier, on est près des services de proximité, pharmacie, épicerie, resto, bar. Donc, c'est vraiment un emplacement de choix. Aussi, je pense que comme c'est un nouveau projet, le quartier va être en effervescence au cours des prochaines années. Je pense qu'on a fait un bon achat. Ce que j'en comprends, c'est qu'à ce stade-ci du projet, choisir d'acheter une unité, c'est choisir de soutenir une vision. Mais la question maintenant, c'est de savoir à qui s'adresse le projet. Philippe Vincent travaille chez Prével depuis plus de 10 ans et il a lui aussi réservé son unité. L'Esplanade Cartier, ce nouveau projet-là, c'est pour qui? On a une belle diversité. Ça va de peut-être 22 à 60. Mais je pense qu'il va définir un peu les clients puis les rassembler. C'est tous des clients qui sont un petit peu audacieux, qui veulent faire partie de ce nouveau quartier-là. C'est des clients un peu qui vont aller rechercher une vie de quartier, un peu un esprit communautaire qui est déjà établi là, dans ce secteur-là. Quand on faisait la conception des projets, on le voyait un peu comme un Brooklyn. Donc, cette proximité-là au centre-ville, à Manhattan, avec un petit côté industriel, donc le pont Jacques-Cartier, les containers, tout ça, puis avec une vie très communautaire dans le secteur, puis une belle diversité. Donc, je pense que c'est ça que les gens vont aller chercher. Donc, le but, c'était pas de s'imposer dans le secteur, mais de vraiment de venir s'établir à travers un secteur qui est déjà existant. Bon, Philippe, pour toi personnellement, en tant que gars de chez Prével, qu'est-ce qui te rend fier de l'Esplanade Cartier? Moi, je pense que ce que j'espérais, ce que je verrais, c'est vraiment d'avoir créé un petit village puis une communauté avec des familles, des gens qui se parlent, beaucoup de gens qui se promènent dans la rue, que les parcs soient animés, que les commerces soient animés aussi. Donc, je pense que c'est ça avant tout qu'on va rechercher. L'immobilier, c'est plus que de la brique puis du béton. C'est des gens. Comment on peut améliorer la qualité de vie des clients, mais sur un ensemble, puis pas juste sur une bâtisse. Donc ça, c'est un nouveau challenge, puis c'est quelque chose de super excitant. Pour Philippe, l'idée du projet, c'est pas de s'imposer dans un nouveau secteur, mais plutôt de s'y intégrer naturellement. En fait, c'est une des principales préoccupations qui a guidé la démarche de conception d'Esplanade Cartier, dont je discute entre autres avec David Deschaines.
Notre firme d'architectes NOS nous a proposé de faire une démarche qui s'appelle une démarche de placemaking, qui est une démarche de consultation publique, consultation citoyenne, qui permet de faire de la co-création avec les gens du milieu. Donc, on voulait être sûr d'être inclusif. Ce qui est intéressant de la démarche, c'est que ça part du principe que pour un espace public soit animé, il faut que les gens se l'approprient, il faut que les gens aient envie d'y aller. Ça a été quoi les éléments innovants du projet par rapport à ce qui a été fait avant? C'est les principes de base du placemaking. C'est quand même innovateur pour un développeur immobilier de s'embarquer dans ce genre de démarche-là. Normalement, on le voit plus dans les espaces publics, donc c'est organisé par les villes. C'est très populaire en Europe aussi. On a découvert en cours de route, c'est qu'elle nous a permis de rencontrer des gens aussi. On a pu connecter sur un plan personnel. Fait qu'au-delà du processus de conception puis de l'information que ça nous a donné pour faire la conception, on a créé des liens avec des gens du milieu qui nous ont appris à mieux connaître le milieu puis qui nous ont permis de faire des collaborations avec ces gens-là qui sont très, très concrètes. On va s'associer avec un groupe communautaire du quartier. On va construire une serre sur le toit pour qu'ils puissent encore là servir des ateliers sur la sensibilisation alimentaire. Donc, c'est sûr que l'agriculture urbaine, pour nous, ça touche une corde sensible. Dans le fond, là, c'est que ça peut répondre à des enjeux environnementaux, ça peut répondre à des enjeux sociaux, puis ça répond aussi à des enjeux économiques. C'est vraiment quelque chose là, qui nous tient à cœur. On en a fait d'ailleurs dans nos projets par le passé, à plus petite échelle. On a appris beaucoup, puis là, on veut amener l'agriculture urbaine à une autre échelle, un autre niveau dans le projet Esplanade Quartier. NOS, c'est la firme d'architectes derrière les plans d'Esplanade Quartier. Pour eux, de travailler à partir d'un terrain aussi vaste, ça représente une opportunité de création unique. La clé pour que les gens se sentent invités dans un projet, c'est qu'on poursuit une logique urbaine qui est celle de la ville. Tu sais, ce qui unit toute la ville, puis ce qui fait qu'on est un habitant de la ville de Montréal, c'est pas notre jardin en arrière privé, c'est la rue en avant qui est comme un peu le dénominateur commun de tout le monde. Fait que je pense que cette attention-là aux espaces publics et aux espaces libres, c'est comme la base de faire un quartier où les gens vont se sentir comme chez eux d'une certaine façon. Ça, c'est le premier geste, disons, le premier principe qu'on a mis en place, c'est de dire, on va prendre ce site-là, on va le découper en 3 en poursuivant 2 rues et en créant 3 îlots de taille similaire à ce qu'on connaît. Donc, quand on marche, on croise des rues à peu près à la fréquence qu'on est habitué de croiser des rues. Donc, la trame urbaine a plein d'impacts dans notre vie. Notre facilité à aller faire nos courses à pied, notre facilité à nous repérer. Aussi, favoriser un certain rythme architectural. Puis c'est là où on est passé de l'idée de la trame urbaine à la trame architecturale. Un exemple concret de ça, dans le bureau, c'est actif le jour. Puis là, tu as des façades qui vont être inactives le soir. Puis ces façades-là, est-ce que tu veux qu'elles soient plus proches du sol ou au contraire, tu dis non, ce serait peut-être mieux que ce soit de l'habitation qui est proche du sol. Comme ça, quand je reviens chez nous le soir, les gens habitent leur balcon, il y a de la vie, tu vois de la lumière dans les maisons, tu sais. L'habitation a cette capacité-là dans la ville de faire vivre les bâtiments à différents moments de la journée. Fait qu'on a décidé plutôt, au lieu de faire notre empilade d'usage, de les diviser puis les répartir selon la configuration. Plus des bureaux sur l'avenue de Lormier, puis avoir, proche de Sainte-Catherine puis de la Placette, du résidentiel assez bas avec beaucoup d'espace extérieur comme des balcons, des coursives. Comme ça, le quartier prend vie à tout moment dans la journée. Martin Galarneau est un des associés de TGTA qui est derrière le plus grand hub d'intelligence artificielle au Canada. C'est aussi TGTA et lui qui développe le volet bureau d'Esplanade Quartier. Je le rencontre dans son projet, le Omilex. Les gens de Prével nous ont parlé de la vision qu'ils avaient par rapport au projet. Et la vision qu'ils avaient est exactement ce qu'on a essayé de reproduire ici. Pour nous, quand on a démarré le projet d'édifice à bureau, un peu à la blague, je disais aux architectes, j'ai dit, je veux qu'on conçoit un projet de telle sorte que les gens qui travaillent dans les entreprises qui sont au Milex, le matin, en se brossant les dents, se disent « Ah, j'ai hâte d'arriver au bureau parce que c'est tellement cool ». Très, très concrètement, là, si on regarde la première phase du projet où il y aura du bureau, on s'est assis avec Prével et on a dit « OK, au-delà du fait qu'il y a des espaces qui sont juxtaposés, comment peut-on faire pour faire en sorte que tout s'imbrique puis que chacun se renforce mutuellement. » Alors là, on est en train d'élaborer un concept où il va y avoir un espace commun où tant les résidents que les gens qui travaillent dans les bureaux
pourront aller, une espèce de lounge. Alors concrètement, c'est ça qu'on veut faire, puis que ça devienne un milieu de vie avec beaucoup d'interactions. Un des éléments forts qui, moi, me plaît beaucoup, c'est le grand parc central qui va être là, avec sa placette au début, qui donne sur Sainte-Catherine. Donc, un lieu qui va devenir très, très animé et qui rend l'endroit très attrayant. Fait que ça devient un endroit très, très fun où travailler ou habiter. La placette, ça semble être un élément clé d'Esplanade Cartier. J'ai voulu savoir concrètement ce qu'est la vision de la coprésidente de Prével sur cette placette, mais aussi sur l'ensemble du projet. Idéalement, la placette, c'est une petite place. Là. C'est vraiment ça l'image qu'on se crée. Puis c'est bien qu'elle soit jamais définie parce que c'est les gens qui vont l'utiliser qui vont la définir, un peu à l'image d'une ruelle. Une ruelle, on définira pas une ruelle en disant ben il se passe telle chose spécifiquement dans une ruelle. C'est quand les enfants vont jouer, ben c'est un immense terrain de jeu. Quand des adultes se retrouvent avec un verre de vin en fin de journée, ben ça devient comme un peu le pub qui déborde dans la rue. Quand on parle de développement immobilier, ce qui fait peur aux gens, en général, c'est la fameuse densité que ça va créer. Vous autres, comment vous y avez réfléchi? Il faut comprendre ce que ça a comme effet des gens dans un quartier. Bien, ça permet de faire vivre des commerces parce que ça prend une certaine quantité de personnes, donc des commerces intéressants. Ça permet un plus grand niveau de sécurité parce que le jour où on a un endroit désert versus un endroit qui est habité, où il y a des yeux sur la rue, il y a des gens qui marchent le soir, tout ça, on se sent beaucoup plus en sécurité. Davantage d'humains, bien, ça crée un dynamisme. C'est ça qui peut justifier plus de transports en commun. C'est avec plus d'habitants dans un bout de ville aussi. Puis l'effervescence, le dynamisme, une place publique habitée, bien, ça vient par une certaine quantité de gens. Si on prend l'histoire globale de Prével, comment ce projet-là s'inscrit dans cette historique-là? Et c'est comme un peu l'aboutissement de tout ce qu'on a appris à travers les années. Puis je pense que j'espère qu'on va continuer à apprendre en prenant les acquis de ce qui a bien fonctionné, puis en répétant pas des erreurs qu'on a pu faire par le passé. On a appris à créer des communautés à travers le temps, puis pas des communautés encore là forcées, mais des communautés qui se développent naturellement, en amenant les gens à partir de Sainte-Catherine à rentrer sur le site par les petits commerces. Donc la placette invite à rentrer sur le site. Ensuite de ça, on a créé le parc central qui est relativement grand, là, qui est sensiblement l'ampleur de la place des festivals dans le quartier des spectacles. Et puis après ça, on a le pont Jacques-Cartier en arrière-scène. Donc tout ça, c'est pour donner envie aux gens d'avancer dans le projet, de sentir là, que c'est leur endroit à eux, puis pas juste pour les gens qui l'habitent, pas juste pour les gens qui le travaillent, donc que ça soit le lieu des Montréalais. Laurence, toi, personnellement, qu'est-ce qui te rend le plus fier quand tu penses à l'Esplanade Cartier? J'aime Montréal profondément. Puis c'est sûr que Montréal, c'est pas parfait. Il y a des défauts, mais il y a aussi des qualités exceptionnelles à notre ville. Si on peut résumer à l'intérieur de quelques bâtiments, de quelques places publiques, de notre placette, de notre parc, de petits commerces, d'espaces à bureaux, d'espaces communautaires, de logements social, de logements pour les familles, d'habitation, de vues, si on pouvait créer tout ça en un lieu, puis que ce soit tout ce qu'on aime le plus de Montréal, il me semble qu'on aurait vraiment réussi notre travail en tant que promoteur. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo-là. Et comme je le disais avant la vidéo, c'est l'heure de répondre à vos questions avec les gens que vous avez vus dans la vidéo. Alors, je vous les présente à l'instant. D'abord, de l'équipe Prével, elle est coprésidente de Prével, Laurence Vincent. Bonjour. Directeur Innovation et Conception, David Deschaines. Directeur des ventes, Philippe Vincent. Salut, Nicolas. Architecte chez NOS, Gilles Hardy. Bonjour. Et finalement, associé chez TGTA, c'est un virlangue, Martin Galarneau. Salut. Bonjour. Alors, vous avez répondu à plusieurs de mes questions. On a vu certaines réponses dans la vidéo, mais là, il y a des gens qui ont des questions pour vous, et donc, on va descendre ça à la volée. Première question, ça va être pour Philippe. C'est une question qui nous a été posée d'ailleurs à plusieurs reprises. Est-ce que tu peux nous dire où en est le projet en ce moment et quand est-ce que vont sortir les premières unités? Donc là, on est en train de faire l'îlot numéro 1 du projet. Donc, c'est la phase numéro 1 et la phase numéro 2. C'est situé au coin de Parthenay et Sainte-Catherine. Phase numéro 1, on l'a lancée automne 2019. Donc, on devrait faire les premières livraisons là, pour hiver 2021-2022, probablement début 2022. La phase 2, on l'a lancée en mars.
Phase 2, là, il reste plusieurs unités déjà, mais on est à travailler la conception de la phase numéro 3 là, qu'on va lancer pour 2021. Puis peut-être au niveau de la construction, c'est peut-être ça que les gens voulaient savoir, ou un mélange des deux. Au niveau de la construction, je pense qu'on a commencé au printemps. On a déjà les sous-sols phase 1 et 2 qui sont faits. On a coulé le rez-de-chaussée phase 1 et 2, puis là, on est à couler le 3e étage de la phase numéro 1. Alors, les choses vont bon train. D'autres questions que les gens se posent, bien sûr, par rapport à la fameuse vue. On en a parlé un peu dans la vidéo, mais les gens veulent savoir, Gilles, quelles vont être les vues, entre autres sur le pont à partir de la rue Sainte-Catherine? Oui, il y a des vues vraiment exceptionnelles sur ce site-là. Donc, déjà dans l'axe de l'avenue de Lorimier, on a une super vue sur la superstructure, donc la structure en acier emblématique du pont Jacques-Cartier. Ouais. C'est une vue qui est mise en valeur dans le projet. Même chose pour la vue sur Parthenay. Dans l'axe Parthenay, les citoyens étaient très sensibles à cet enjeu-là. Donc, même processus, on l'a aussi mis en valeur. Puis finalement, on est venu ajouter une 3e vue au cœur du site, donc en son centre, à travers la placette et le parc. Depuis Sainte-Catherine, on va être capable de voir le pont Jacques-Cartier. Il y a aussi certaines unités qui vont avoir ce genre de vue-là. Il y a d'autres vues intéressantes aussi depuis le site, notamment sur le Mont-Royal vers l'ouest et même vers l'est, vers la Cité olympique. Donc, c'est un site qui est vraiment privilégié en termes de vue. Les gens vont se poser aussi la question peut-être des vues à partir des unités. Est-ce que c'est une question qui t'arrive, Philippe? Oui, on se le fait poser souvent, puis c'est sûr, bon, il y a plusieurs bâtiments sur le site, mais on va garder toujours des percées à travers le projet, à travers le parc, à travers les rues Parthenay, bon, la place publique, tout ça. Donc, il y a plusieurs points de vue quand même, là. Il y a quelques questions qu'on a reçues qui font référence, Laurence, au règlement 20-20-20. Alors, je ne ferai pas semblant de tout connaître de ça. Je vais te laisser l'expliquer. Qu'est-ce que c'est que le règlement 20-20-20 d'abord? Ce serait quoi la position de Prével par rapport à ce règlement-là? Bien, maintenant, il y a un nouveau nom, heureusement. Ça s'appelle le règlement sur la mixité. Donc, ça vise à assurer une certaine mixité en ville. Ça favorise la construction de logements sociaux abordables et familiales. Donc, le règlement n'est pas encore en vigueur. Il va entrer en vigueur peut-être au printemps 2021. Mais nous, malgré l'entrée en vigueur ou non, on s'est engagé dès la phase 1, qui date là, de 2019 déjà, à créer du logement social sur site. On a la chance d'avoir un immense terrain, donc c'est possible de le faire directement sur le site. C'est ce qui était notre vision pour assurer une plus grande mixité du projet, qui est un des principes directeurs là, qui a mené à l'élaboration de ce projet-là. Donc, vous êtes déjà prêts? Exactement. Prêts pour le règlement quand il sera passé. La pandémie, il faut qu'on en parle. Malheureusement, on est dedans. C'est pour ça qu'on ne se serre pas la main, qu'on ne se fait pas la bise, qu'on ne se fait pas de câlin, rien de tout ça, et qu'on est à 2 mètres de distance. Je vais commencer par une question pour David qui nous a été posée. Qu'est-ce que ça amène comme réflexion différente chez Prével quand on parle de densité puis aussi de superficie habitable des unités? On avait déjà des réflexes de conception qui nous permet d'avoir un projet qui répond à plusieurs enjeux qui ont été soulevés par la pandémie. Quand on regarde à l'échelle des logements, on essayait souvent d'intégrer des bureaux pour faire du télétravail, par exemple. On a intégré des balcons surdimensionnés dans la première phase et la deuxième phase du projet. Mais je dirais qu'au-delà du logement puis de l'habitation, ce que la pandémie a mis en relief, en fait, c'est l'importance des espaces publics. Donc, l'importance que le Grand Parc central vient de prendre. On se rappelle, lors de la première vague, là, les parcs se remplissaient de gens. C'était rendu le cœur des quartiers, en fait, où il y avait une vie communautaire qui se créait. Des fois, la distanciation n'était pas toujours respectée, mais le parc est devenu super important dans la vie là, des Montréalais. Ensuite, au niveau de la densité, c'est un peu contre-intuitif de penser à de la densité avec une pandémie. Mais ce que ça permet, la densité, en fait, c'est que ça permet de briser l'isolement. Donc, ça permet d'offrir de l'habitation multigénérationnelle, puis de créer des petites bulles, qui soient familiales ou sociales, mais qui permettent de briser l'isolement. Puis l'isolement, il faut mentionner que c'est un phénomène qui existait avant la pandémie,
qui a été accélérée avec la pandémie et ça amène plein d'enjeux sociaux et de sécurité. Donc, d'avoir un projet qui permet ça, en fait, c'est un projet qui est résilient et qui répond à des grands enjeux de la pandémie. Et à l'échelle, je dirais, du quartier, on s'est aussi rendu compte pendant la pandémie que c'était important d'avoir des quartiers qui répondaient à tous nos besoins essentiels, autant au niveau commercial que de services. Et, par exemple, les commerces de proximité avec une entrée directement sur rue ont pris beaucoup d'importance pendant la pandémie. En fait, moi, j'ajouterais que l'urbanité, la ville, la densité sont des éléments qui permettent de socialiser dans un contexte de la pandémie. Et moi, je considère que la ville est beaucoup plus adéquate pour nous permettre de passer à travers des épisodes de confinement comme on les a vécus. Puis c'est intéressant aussi de penser à l'échelle de l'unité du logement en soi parce qu'il y a un travail qui est à faire suite aux événements qu'on vient de vivre collectivement, d'optimiser nos espaces, qui est déjà une des façons de travailler de Prével depuis plusieurs années, mais de l'amener à un nouveau niveau où la flexibilité dans l'aménagement des logements permet entre autres de s'installer un poste de travail qui est ergonomique, qui permet d'avoir des vues vers l'extérieur, travailler vraiment à ce qu'il y ait tous les espaces soient vraiment utilisables, un rangement qui est efficace. Donc, ça va autant de l'échelle de la ville que dans la conception fine des logements. Puis simplement, juste pour conclure là-dessus, l'idée de maximiser tout ça, c'est dans la volonté d'assurer l'abordabilité et que les logements soient les plus abordables possibles, que le plus de gens possible puissent acheter des logements de qualité. L'idée d'être bien chez soi, ça n'a jamais été aussi clair que depuis que la fameuse pandémie. Philippe, une question pour toi. Bien sûr, du point de vue des acheteurs, est-ce que ça a amené des nouvelles questions? Est-ce que les demandes ont changé depuis la pandémie? Oui, c'est certain. En fait, depuis, on a vu une bonne différence, le mois de mars, avril, je dirais, là, jusqu'à la mi-mai. C'était une grande période d'incertitude. Les gens restaient chez eux. On était dans la vraie période de confinement. Peut-être les gens, à ce moment-là, n'avaient pas trop l'esprit à s'acheter un nouveau condo, des choses comme ça. Bien, je pense que les gens, après ça, on a vu une nouvelle tendance. Au début, on se faisait poser beaucoup de questions. Là. Qu'est-ce qui arrive? Les dépôts, les délais de livraison. Donc, un petit peu plus d'inquiétude. Puis là, à un moment donné, ça a reviré. Puis là, je pense que les gens s'ennuyaient chez eux. Puis les gens se sont dit, on a envie d'améliorer notre qualité de vie. Pour certains, c'était de faire de la rénovation, peinturer, s'acheter un nouveau meuble. Il y en a qui se sont achetés des chalets. Donc, c'était juste cette notion-là d'améliorer son chez-soi ou sa qualité. Puis à travers ça, il y a des gens qui ont décidé de s'acheter un nouveau condo parce qui étaient des fois, qui louaient quelque chose. Puis on s'est dit, c'est le temps de s'acheter quelque chose. Donc, quelque chose de neuf, un design qui est intéressant, faire partie de ce nouveau mouvement-là, dans ce nouveau secteur-là. Donc, on a vu vraiment plusieurs tendances là, à travers la pandémie. Comme nos émotions pendant le confinement. Exactement. Les montagnes russes. Martin, on va continuer à parler de COVID parce que, bien sûr, tu t'occupes de tout l'aspect développement, de l'aspect bureau, d'esplanade de quartier. D'aucuns vont peut-être se poser la question, à quel point c'est un risque de penser à développer des bureaux, de l'espace bureau en temps de pandémie? Bien, dans n'importe quel projet, il y a toujours du risque. Mais en fait, pour répondre franchement à la question, c'est sûr que ça prend une certaine part d'audace. De démarrer un projet de bureau dans le contexte d'aujourd'hui, ça prend une certaine audace. Ceci étant, je vais juste reculer un peu en arrière. Quand on a commencé à s'intéresser à Esplanade Cartier pour y faire du bureau, pour nous, il rencontrait tous les critères objectifs afin de concevoir du bureau qui répond aux besoins des entreprises qui sont en croissance à Montréal. C'est que ça, pour nous, il y a des caractéristiques très fortes qui, pandémie, pas pandémie, vont demeurer là. Ensuite de ça, vient toute la question, évidemment, du télétravail. On a entendu des gens qui ont décrété des vérités absolues. Voici, le télétravail est là pour rester de façon très, très prépondérante et tout ça. Et oui, télétravail est là pour rester. Je regarde dans mon entreprise, il y avait du télétravail avant même la pandémie, puis il va continuer à en avoir après. Est-ce que je pense que le télétravail est la solution du futur et que c'est la fin du bureau? Absolument pas. Comme tout le monde, on a lu beaucoup et moi, j'arrive à la conclusion que ce n'est pas le cas.
Par exemple, il faut quand même être réaliste. Il y a un contexte qui existe en ce moment de pandémie. On va rentrer dans une ère de post-pandémie, puis les gens vont toujours l'avoir en tête. Alors, première phase de bureau dans l'Esplanade Cartier, on est chanceux parce qu'elle va répondre à plusieurs des préoccupations que les gens peuvent avoir eu égard aux espaces à bureaux. Concrètement, les étages de bureaux ne sont pas localisés au 40e étage, ils sont dans les étages inférieurs. Ce qui fait en sorte que s'il y a un problème, il y a un contexte de pandémie, toujours possible d'utiliser les escaliers. On a parlé du parc. Effectivement, le parc est un poumon, est un élément très important qui apporte une certaine sécurité. Ensuite, au niveau de la conception du projet, on va faire des parcours touchless. Au niveau des systèmes de ventilation, on est en train de regarder pour faire en sorte qu'on soit state of the art et pour pouvoir répondre à certaines préoccupations. Alors donc, pour conclure, oui, il peut y avoir un certain risque, mais on y croit réellement à la pertinence du bureau dans l'Esplanade Cartier. Puis si je peux ajouter à ça, parce que je ne peux pas m'en empêcher, pour moi, l'idée qu'un jour, il n'y aurait plus de bureau ou le bureau en ville ne serait plus pertinent est une aberration en soi parce qu'il y a une raison pourquoi les centres-villes existent, pourquoi les gens aiment ça, se retrouver, différentes entreprises proches, pourquoi on se rend au bureau. Il y a une énergie. Ça ne veut pas dire que le télétravail ne sera plus là dans le futur, mais pour la culture d'entreprise, pour la créativité, pour l'intégration de nouveaux employés, pour la formation de nouveaux employés, tout ça, on a besoin à un moment donné de se voir, de se croiser, d'avoir des réunions en personne. Puis au-delà de juste notre entreprise, la synergie qui existe entre les différentes entreprises, que ce soit juste des fournisseurs ou des professionnels avec qui on travaille, de croiser les gens par hasard dans un restaurant puis de se donner rendez-vous, ce que la spontanéité, là, ce qu'un économiste a appelé le collision rate, c'est-à-dire la quantité de gens que tu rencontres par hasard. Lui, c'est collision là, qui fonce dedans par hasard, mais de ça émergent des choses inattendues, des partenariats, des idées, des nouvelles entreprises. Donc, il y a une raison pourquoi les villes ont existé à travers le temps, puis je pense qu'il y a une raison pourquoi elles vont exister encore longtemps. Puis peut-être juste ajouter des commentaires qu'on a des clients. Au début, les gens trouvaient ça très drôle, le télétravail, mais on a vu que les gens nous le disent, là, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, bien, ça commence à être moins drôle. Là. Donc, les gens ont le goût de voir d'autres mondes. Ils ont hâte de se rentrer dedans. Une couple de collisions par semaine, juste une couple. Gilles, j'ai une question pour toi en lien avec le développement durable. Quelle importance, quelle place, quelle forme ça prend à Esplanade Cartier? Bien, le développement durable, c'est fondamental quand on pense à un projet, ou surtout un projet de cette envergure-là. Ça arrive vraiment en amont d'un projet, donc au tout début. Ça prend une conception intégrée avec des professionnels qui ont des idées innovantes. Donc, notamment, on a travaillé beaucoup la gestion des eaux de ruissellement. Pour éviter de l'envoyer rapidement dans les systèmes d'infrastructure de la ville, on va les gérer sur site à travers des noues qui vont faire de la biofiltration qu'on appelle, donc grâce aux plantes. Donc, c'est tout un système conçu en amont pour un projet d'ensemble. Au niveau technique plus architectural, ça compte aussi, c'est très important, l'efficacité de l'enveloppe, l'efficacité des assemblages, les choix des matériaux. C'est avant tout du développement durable, donc des matériaux durables sur lesquels on peut se fier pour des dizaines et des dizaines d'années. Puis après, bien, il y a tout l'aspect social dans le développement durable qui est très important aussi pour s'assurer que c'est un quartier mixte, diversifié, puis qui va vraiment prendre racine d'une façon durable. Donc, les gens vont s'attacher, vont s'approprier les espaces. David et nous, on a travaillé vraiment en collaboration là-dessus. Peut-être, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien, en fait, c'est très large le terme développement durable. Il y a des gestes environnementaux qu'on fait, en fait, dans le projet. Il y en a d'autres qui touchent le côté social. La démarche placemaking qu'on a parlé un petit peu dans la vidéo répond en quelque sorte à des principes de développement durable. Mais d'un point de vue environnemental, en fait, si on revient, disons, à la base, là, un des plus grands gestes ou décisions que quelqu'un peut prendre pour avoir un impact positif sur l'environnement, c'est de se déménager dans un milieu plus dense, en milieu urbain.
Il va être à proximité d'un réseau de transport en commun lourd. Nous autres, c'est le métro Papineau. Il va peut-être en avoir un autre qui va s'implanter dans le quartier éventuellement. Il va pouvoir marcher pour aller dans ses commerces, rencontrer ses amis, sa famille, peut-être aller travailler aussi à la marche, donc réduire l'utilisation de la voiture. Donc, juste le fait de déménager et de vivre dans un milieu dense comme Esplanade Cartier, ça a un impact très, très important sur l'environnement. J'ajouterais que de requalifier un site localisé au cœur de la ville, tu ne peux pas avoir un geste plus fort en termes de développement durable. Donc, vivre en ville, un geste durable. On va le noter comme ça. Laurence, vous aviez au départ un immense terrain vague. Tu sais, on parle souvent du syndrome de la page blanche. Pour vous, c'était le syndrome de la terre brune. On appelle ça de même. À partir de ce moment-là, vous avez le terrain. Comment vous démarrez le projet? Bien, on commence par avoir le vertige un peu, parce que, tu sais, quand on est dans l'effervescence, la négociation, puis bon, il y a beaucoup de discussions, les banques, les contrats, tout ça, puis à un moment donné, bien, ça devient vrai. Là, la signature, elle est faite, le terrain est à nous, donc il faut créer le projet. Ce qu'on a décidé de faire au début, c'est on a marché les rues, on est allé dans chacun des petits commerces, on s'est imprégné de ce quartier-là, on est allé dans les différents parcs, il y a des petits pocket parks, il y a une architecture très particulière dans le secteur des Faubourgs. On a fait la démarche de co-création avec certains résidents puis groupes communautaires. Donc, on s'est vraiment imprégné du quartier. Puis avant même de se mettre à dessiner ou de se mettre à créer le site, on s'est établi des principes directeurs, des objectifs de ce qu'on voulait atteindre. Donc, nous, avec notre projet, qu'est-ce qu'on voulait réaliser? On voulait revitaliser cette petite portion-là de la rue Sainte-Catherine. On voulait une perméabilité sur le site pour que tout le monde se sente bienvenu, que ce soit un lieu montréalais. On voulait qu'il y ait de l'animation de soir comme de jour pour qu'il y ait une certaine sécurité pour que ce soit animé. On voulait des principes de développement durable. On voulait qu'il y ait une mixité autant démographique, socio-économique que d'usage, bureau, commerce, tout ça. Donc, tous ces principes-là de travailler avec le milieu, de bien s'intégrer dans la trame architecturale, tous ces principes-là, on en avait 10. Ont guidé l'ensemble du développement qu'on a fait, puis on en arrive aujourd'hui avec une vision qui répond exactement à ces 10 principes-là dont on est particulièrement fiers aujourd'hui. Puis pour un promoteur d'avoir l'opportunité de réaliser un projet comme ça dans un milieu urbain qui est mature, existant, il faut s'insérer à l'intérieur de ce milieu urbain-là, mais avec la caractéristique dans l'Esplanade Cartier qu'en ce moment, le terrain est vacant, il n'y a rien. Alors donc, il y a donc espace à la créativité, tout en prenant en considération le contexte dans lequel ce projet-là doit s'insérer. Ça prend de la créativité, de l'imagination puis de l'expertise. Et du respect de l'existant. Absolument. Dernière question, ou en tout cas, à moins qu'il y en ait d'autres qui surviennent. La Ville, en ce moment, est à revoir son plan d'urbanisme. Une question qu'on a reçue. Comment Préville s'inscrit dans tout ça? On suit le processus on est tombé exactement au bon moment, je dirais, parce que tout le secteur des Faubourgs, là, qui va de Folum à Tatakin, du fleuve à Sherbrooke, ce secteur-là, la Ville est en train de revoir, puis de revoir l'ensemble du territoire. Donc, de revoir l'aménagement des routes, de revoir le transport en commun. On parle de peut-être un tramway sur la rue Notre-Dame. On revoit l'entrée du pont Jacques-Cartier, les différents parcs qui le bordent. On parle d'un immense parc le long du fleuve. Comment s'approprier davantage le fleuve en tant que citoyen. Il y a des planifications d'écoles, d'espaces communautaires. Donc, tout ça est en train d'avoir lieu parce qu'on envisage, là, avec les différents sites, les différents projets qui sont à l'étude actuellement, avoir potentiellement 8 à 10 000 nouveaux logements dans le secteur. Donc, la Ville a commencé, là, il y a presque 2 ans maintenant, à faire des pré-consultations, donc à vraiment écouter l'ensemble des citoyens, des groupes communautaires, de tous ceux qui ont un intérêt dans le quartier, pour comprendre les enjeux, pour comprendre ce sur quoi mettre son attention. Là, ils ont déposé un plan qu'ils proposent à la population. À l'automne, les gens se sont prononcés. Donc, il y a eu des consultations. Puis là, l'OCPM, l'Office de consultation publique, va déposer son rapport
au printemps 2021 avec la nouvelle vision de ce que sera ce quartier-là. Donc, c'est assez exceptionnel de pouvoir justement s'inscrire dans cette mouvance-là. On commence, le projet a débuté, mais on va pouvoir vraiment là, participer à cette effervescence puis à cette revitalisation de certains sites, en plus de bâtir sur le site sur le quartier qui est déjà existant. Je pense que la Ville de Montréal et les promoteurs ont appris des erreurs un peu du passé. Puis je pense que tout le monde sait maintenant qu'on doit mieux concevoir, mieux réfléchir, mieux penser des secteurs comme celui-là. Qui sont en redéveloppement de façon assez intense, là, comme c'est le cas actuellement. Puis je pense que la Ville a fait un travail assez extraordinaire au niveau de la planification. Il reste la dernière touche du promoteur. Je pense que les promoteurs aujourd'hui ont une maturité qu'ils n'avaient pas dans le passé. Et c'est le dernier ingrédient qui va faire en sorte que, je pense, on va créer un milieu de vie qui va être extraordinaire. Et je suis profondément convaincu que dans quelques années, quand on va regarder la vie qu'il y a là versus ce qu'il y avait sur ce site-là en particulier il y a 10 ans, on va dire, mon Dieu, c'est extraordinaire. Puis pour moi, ça va être une renaissance d'une partie de Montréal qui va se faire. Puis je suis convaincu que ça va être un des endroits les plus attrayants de Montréal dans quelques années. À vous entendre, il y a de quoi rêver. Merci à toutes et à tous. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Longue vie à Esplanade Cartier. J'espère qu'on a répondu aux questions que vous nous avez posées. Si vous en avez d'autres qui ont été posées, l'équipe des ventes va vous offrir une réponse personnalisée. Et s'il y en a d'autres qui sont survenus pendant la conversation, n'hésitez pas à écrire, entre autres, à info@esplanade-cartier.ca. Il faut aussi vous déplacer au bureau de vente pour voir Philippe et son équipe pour entendre parler un peu plus du projet. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à chacune, chacun. À bientôt. Bye-bye. Merci.